je ne peux pas dire que parce qu'on est riche, on a un domestique. En revanche, dans l'enquête patrimoine, il y a quand même une question qui demande si les personnes ont recours à des services domestiques ou embauchent quelqu'un pour des services domestiques. À cette question, on peut répondre oui ou non, quoi. On n'a pas d'autres détails. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qui répondent oui ou non, quand on dépasse vraiment le seuil des 10% et des 1% les plus riches, là, c'est presque tout le monde qui répond oui. Si cette domesticité continue à exister, c'est que justement, elle est très ambivalente. Qu'elle est ni horrible, pour les domestiques, ni super. Il y a vraiment ce jeu de compromis que font les domestiques. Ils se disent, en fait, voilà, c'est un travail où je travaille énormément, où parfois je dois rompre avec ma famille parce que les riches exigent que les domestiques vivent chez eux ou à côté de chez eux pour être tout le temps disponibles. Donc ils sont prêts à faire ce sacrifice parce que derrière, il y a de l'argent qui tombe. Dans des milieux où on a tout le pouvoir, où on craint rien. On n'a pas peur, en fait, de dire les choses telles qu'on les pense. D'autant plus qu'ils ne considèrent pas cela, justement, comme du racisme. Parce qu'ils recrutent les gens. Donc c'est assez pervers comme mécanisme, parce qu'ils vont me dire, les Asiatiques sont plus fortes à faire ça, du coup, je les recrute pour ça. Donc ils vont dire, mais je suis pas raciste, puisque je les recrute pour ça. Bonjour Alizée. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a pris d'écrire un livre sur la domesticité en France? J'attaque direct avec mes questions. Non, en vrai, je le montre pour ceux qui regardent sur YouTube. J'ai été passionnée à lire le résultat de combien d'années de travail? De 4 années de travail. 4 années de travail. Donc, ce livre, Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes, c'est un livre qui résume 4 années de ton travail de sociologie. Et la première question que j'ai eue en ayant ce livre entre les mains, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à travailler sur ce sujet-là précisément en tant que sociologue? Est-ce que c'est dans ton cœur de sujet, dans ton cœur de travail? Est-ce que c'est éloigné de ce que tu fais d'habitude? Et pourquoi tu as choisi ce sujet d'étude? Alors pour plusieurs raisons. Pour des raisons à la fois d'intérêt pour un objet qui n'avait pas été exploré. Alors il y a beaucoup de travaux sur la domesticité à travers l'histoire, à travers le monde, mais en revanche, il y en a très très peu sur la domesticité à temps plein qui sert les classes les plus fortunées. On a quelques travaux d'historiens qui du coup nous laissent penser que c'est que quelque chose du passé, et on a très peu de choses sur ce qu'il en est aujourd'hui. Donc du coup, ça déjà, j'avais un intérêt pour un objet peu travaillé en sociologie, voilà, une source de curiosité. Et puis plus profondément, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la manière dont pouvait se créer dans un espace qui est celui de l'intimité, qui est celui de la famille, qui est celui de la maison, des relations dites d'amour, désintéressées. Comment est-ce que pouvait se créer dans cet espace-là un rapport de type salarial ? En fait, dans un espace qui n'est pas du tout conçu comme un lieu de travail comme un autre dans les représentations, ni même par le droit d'ailleurs. Et donc cette question m'intéressait beaucoup, et elle m'intéressait d'autant plus chez des personnes très riches qui, on le sait, au vu des travaux de sociologie des élites, de sociologie urbaine, etc., qui normalement ont l'habitude de vivre à l'écart de toutes les autres classes sociales, et qui donc font tout pour ne pas côtoyer les autres personnes qui ne sont pas de leur entre-soi de fortunés. Typiquement, les ultra-riches vivent dans des quartiers très spécifiques. On en connaît à Paris, ce qu'on appelle les beaux quartiers parisiens. Ou proches de Paris. Ou proches de Paris, voilà, ou sur la Côte d'Azur, voilà, donc des lieux qui sont quand même assez connus comme étant des lieux, voilà, de la grande, des grandes fortunes. Ce sont des gens aussi donc, qui préservent leurs entre-soi. Ce sont des gens qui mettent leurs enfants aussi dans des écoles privées pour faire en sorte que ces enfants ne côtoient pas des enfants d'autres classes sociales. C'est des personnes aussi qui vont aller dans des lieux de loisirs ou des lieux de sociabilité qui sont réservés aux entre-soi. Typiquement les cercles mondains comme le Jockey Club, l'Automobile Club, l'Interallié, le Rotary Club. Enfin voilà, il y en a plein. Donc en fait, ils travaillent dur, on peut dire ça comme ça, à vivre à l'écart des autres. Sauf que le seul lieu où ils sont en confrontation radicale, directe, physiquement directe, et en continu, paradoxalement, c'est leur domicile. Et les personnes avec qui ils sont en relation comme ça, très proches, c'est les domestiques, qui sont des gens qui ne sont pas de leurs milieux sociaux. Et donc, je trouvais ça tout à fait étonnant sur la manière dont
pouvait se gérer une relation comme ça, des rapports sociaux entre personnes qui ne se ressemblent pas, en fait, qui sont aux antipodes de l'espace social. C'est vraiment une question qui m'intéressait beaucoup parce que moi, en fait, la sociologie, à l'origine, m'intéressait par rapport aux questions qu'elle pose sur les rapports de domination aussi, sur les inégalités, et de façon générale sur les relations sociales, en fait, sur la manière dont on peut vivre à plusieurs, se côtoyer alors qu'on ne se ressemble pas, etc. Tu disais en introduction que la question de la domesticité chez les élites fortunées était quelque chose qu'on considérait comme étant du passé, la littérature, etc. Moi, j'ai eu un peu l'impression d'une plongée dans le passé quand j'ai lu le livre. J'ai quand même l'impression qu'on rentre dans un milieu de tradition, on rentre dans un milieu... on aurait pu ouvrir un roman, peut-être pas du 19e siècle, mais quand même du début du 20e siècle, quand on avait quand même l'impression d'être dans un autre temps. Est-ce que c'est l'impression que tu as eue pendant ton enquête? Est-ce que tu te dis, OK, on est quand même dans une sorte de préservation de la tradition qui peut, par certains égards, être considérée comme d'un autre temps? Ça me l'a fait chez une partie de la population que j'ai enquêtée, qui sont les aristocrates. Ouais. Beaucoup plus que chez les nouveaux riches. Okay. Donc les aristocrates, ce sont ceux qui ont, parmi ceux que j'ai rencontrés, qui ont hérité en fait de leur fortune. Depuis des générations, ils se transmettent un très fort patrimoine, beaucoup d'argent, etc. Donc c'est vraiment des aristocrates, je précise, parce qu'aujourd'hui, il y a une frange de l'aristocratie qui est quand même désargentée. Ouais. Mais moi, j'ai pas rencontré cette frange-là. Moi, j'ai vraiment rencontré des gens qui sont encore millionnaires en fait. Et donc qui ont hérité de leur argent et qui ont aussi hérité de la domesticité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont grandi elles-mêmes avec du personnel de maison, dont les parents ont grandi avec du personnel, dont les grands-parents ont grandi avec du personnel. Et en fait, à plusieurs reprises, lorsque j'ai eu des entretiens avec ces personnes-là, et notamment avec les plus âgées d'entre elles, j'ai eu accès à des documents d'archives personnelles, notamment de photographies, où on me montrait la domesticité nombreuse des arrière-grands-parents, des grands-parents, etc. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un peu dans le passé, d'être dans un roman de Zola. Ou dans Downton Abbey. Et puis, c'était un matériau pour moi fantastique, quoi. C'était des photos où les 15 domestiques étaient alignés. Ça allait de la cuisinière au cocher, au majordome. Enfin, c'était génial, quoi, comme pièce d'archive. Et là... chez les aristocrates, il y a énormément de références justement à l'héritage, à la tradition. Pour eux, ils la présentent comme ça, c'est la manière dont ils se présentent au monde et dont ils m'ont présenté la domesticité. Pour eux, c'est une pratique qui est traditionnellement aristocratique, donc qui s'attribue en fait le recours à la domesticité. Ils me disent, la domesticité, en gros, les premiers qui ont eu des domestiques, c'est nous, on sait bien les traiter, c'est quelque chose qu'on apprend à nos enfants, etc. Comme un art de vie, c'est un art de vivre dont on maîtrise tous les codes, dont on maîtrise tous les codes, les tenants et les aboutissants, et on a inventé, quoi. Ouais, exactement. C'est quelque chose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient souvent contents de me rencontrer pour en parler, à ma grande surprise. Je pensais pas avoir autant de portes ouvertes. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est aussi ce que disaient Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot par rapport à leurs enquêtes sur la grande bourgeoisie, que en fait, les grands bourgeois veulent, ou les aristocrates veulent montrer qu'ils sont aidants, déjà. Donc, d'aider une jeune chercheuse, en plus, c'était pour eux un moyen de se valoriser soi, de montrer leur utilité sociale, leur contribution sociale, exactement. Et puis, c'était aussi une manière de réaffirmer leur existence, le poids de leur passé, de leur héritage, de montrer que ce sont des gens qui comptent dans l'histoire, en fait. Et notamment dans l'histoire de la domesticité, etc. Donc là, oui, il y avait un petit peu un retour dans le passé qui était d'autant plus fort quand j'allais faire mes enquêtes mes entretiens dans des châteaux, en fait, en province, où j'étais invitée dans plusieurs châteaux, où j'ai rencontré les châtelains, du coup, et des
ducs ou des comtes, voilà, et qui me faisait faire souvent le tour du château en me montrant tous les tableaux qu'il y avait accrochés dans leur château aussi, en me faisant le récit historique de tous les tableaux. Donc c'était passionnant, en fait, vraiment très intéressant. Chez les nouveaux riches, alors ceux que j'appelle les nouveaux riches, c'est la partie des millionnaires que j'ai rencontrés qui, eux, n'ont pas hérité du statut de millionnaire, qui en fait se sont enrichis par leur travail, principalement très rémunérateur, du type trader, grand banquier, grand avocat d'affaires, marchand d'art, entrepreneur, PDG, etc. Et pour ces gens-là, avoir recours à la domesticité, c'était quelque chose d'assez nouveau. En fait, à un moment donné, ils ont la trentaine, ils ont accumulé un peu d'argent, ils achètent un super hôtel particulier dans le 16e et ils voient qu'autour d'eux, tout le monde a des domestiques. Et ils voient surtout que pour entretenir cet hôtel particulier, faut avoir des domestiques, quoi. Parce que sinon, voilà. Et du coup, du jour au lendemain, entre guillemets, ils vont avoir recours à la domesticité. Et ça va être une pratique un petit peu déroutante pour eux au début. Et donc, il y avait des récits même un peu touchants, en fait, de ces nouveaux riches qui m'expliquaient qu'au début, ils ne savaient pas du tout comment on recrutait une bonne nounou, une bonne femme de ménage, donc qui demandaient dans leur voisinage et qu'ils n'étaient pas hyper à l'aise dans l'entretien d'embauche, etc. Alors que les aristocrates sont très à l'aise. En fait. Ou en tout cas, ils veulent dire qu'ils sont à l'aise. Exactement. Voilà, ouais. Exactement. Donc là, chez les nouveaux riches, ça faisait, voilà, j'avais vraiment cette sensation d'une socialisation en cours à la domesticité à laquelle j'assistais, finalement. Parce qu'il y a des gens que j'ai revus même des mois après. Et donc, en fait, pour lesquels c'était la première fois lors de notre première rencontre qu'ils avaient recours à un domestique quelques semaines auparavant et que j'ai revu quelques mois après et qui déjà s'étaient un peu plus habitués. C'était très intéressant pour mon travail de sociologue aussi de voir toute cette socialisation au fait de déléguer ces tâches domestiques et de recruter des gens aussi. Parce que c'est compliqué de recruter des gens. On va en reparler, mais je voudrais revenir sur... les aristocrates, cette frange-là des ultra-riches. Moi, j'ai l'impression que tu parles d'un monde parallèle. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais au début, que les riches font beaucoup d'efforts pour être à l'écart. Du coup, c'est presque contradictoire avec cette idée de on a envie de contribuer au travail d'une chercheuse pour affirmer d'une manière noble par la recherche qu'on existe, rappeler qu'on est un peu là, qu'on a une contribution sociale, voilà, etc. Il y en a encore beaucoup des aristocrates en France ? Oui, quand même. Alors, je ne saurais pas les quantifier, plusieurs milliers, parce qu'on a, les données là-dessus, on n'en a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enquête qui recense si vous êtes issu de l'aristocratie. Puis c'est quoi être aristocrate ? Ça fait aussi débat entre eux. Dans les différents cercles mondains que j'ai évoqués tout à l'heure, il y en a qui sont plus ou moins élitistes. Il y en a qui sont vraiment réservés à des aristocrates qui prouvent qu'ils sont issus de l'aristocratie depuis des générations et des générations. Donc, il y a même un rapport très biologique, en fait, même au fait d'être aristocrate. On est aristocrate de père en fils, de pur sang. Presque on veut dire consanguin. Oui, non mais voilà. Et puis après, il y en a il y a eu évidemment des mariages avec la nouvelle bourgeoisie à plein d'époques. Et donc, il y en a qui sont considérés comme moins de l'aristocratie pur sang que d'autres, donc qui vont pas fréquenter les mêmes cercles. Donc, il y a quand même tous ces enjeux internes. Et donc, c'est pour ça que la catégorie d'aristocrate, il faut la sociologiser. C'est une catégorie qu'il faut mettre à l'épreuve de l'analyse sociologique. Qui se classe comme aristocrate ? Qu'est-ce que le sociologue décide de classer comme aristocrate et puis comme nouveau riche, etc., etc. Donc tout ça, c'est un jeu de catégorisation que l'on peut faire en tant que sociologue, mais qui est difficile, en fait, parce qu'à partir de quand on peut dire que vous êtes aristocrate. Bon, moi, je me suis beaucoup inspirée des travaux qui ont été faits sur la grande bourgeoisie française, sur l'aristocratie, qui montrent que quand même, ce sont des gens, voilà, qui y a une certaine reconnaissance d'un entre-soi qui, génération après génération, siècle après siècle, se perpétue, un type de patrimoine, un type d'héritage, et qui se reconnaît en tant qu'une classe à part entière, et qui, alors
on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'ils sont discrets, en fait. Et cette discrétion sert justement à perpétuer leur entre-soi, à se reproduire en tant que classe sociale, dont on a l'impression qu'elle n'existe plus, mais qui en fait existe toujours parce que il y a des aristocrates dans toutes les sphères, dans les sphères des élites politiques, des élites économiques, qui se marient aussi avec des personnes issues de la nouvelle bourgeoisie, donc tout ce jeu d'alliance aussi qui est fait pour perpétuer les richesses, les entretenir, les perpétuer. C'est aussi un style de vie. Ça, pour le coup, les Pinson Charlot l'ont énormément décrit dans leurs ouvrages. Le fait de par exemple, d'aller à la chasse à courre, de faire des grands événements dans des châteaux, de privatiser le château de Versailles pour des grandes fêtes avec tous les membres de l'aristocratie ou de la nouvelle bourgeoisie internationale, etc. Donc, c'est des manières d'être, de vivre par lesquelles on se dit soi-même aristocrate. Mais c'est pas juste quelque chose de symbolique, parce que ces gens ont un réel pouvoir, en fait, dans la société. On s'en rend pas compte, mais en fait, ils ont un pouvoir, il y a énormément, notamment un pouvoir politique. En fait, il y a énormément, actuellement encore, de maires ou de personnes qui ont des fonctions dans les collectivités, dans les mairies ou à l'Assemblée, qui sont de ces grandes familles, en fait, aristocrates. Donc, il y a un héritage, en fait, il y a une transmission aussi de ce capital politique et de ces rôles politiques. Voilà. Mais au-delà de l'aristocratie, plus on monte dans la pyramide sociale et plus la question de l'entre-soi se pose. Parce que finalement, la question de l'entre-soi, elle se pose à plein de niveaux différents dans ce que tu me dis. Elle se pose au niveau de « on a beaucoup d'argent », et elle se pose à l'intérieur des catégories de « on a beaucoup d'argent ». Elle se pose pour les aristocrates, la grande bourgeoisie, puis il y a des porosités. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a deux groupes qui se regardent, qui, quand ça les arrange, se côtoient, et quand ça les arrange pas, se côtoient pas, et qui sont, comme tu dis, les nouveaux riches et les aristocrates. Et il y a des entre-soi à l'intérieur de l'entre-soi. Mais de toute façon, plus on monte la pyramide sociale, et notamment financière, et plus on va trouver ces mécanismes-là. Donc, c'est les mécanismes de reproduction des élites et qui favorisent tout ça. Et donc, comme ce sont les élites du pays, tout ça favorise effectivement les copinages de prise de pouvoir, on se rend service, etc., à un niveau, au niveau de l'État. Oui. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien citer le travail de Pierre Lascoum, qui est un politiste qui a beaucoup étudié les illégalismes, notamment juridiques, économiques des élites, et qui explique très bien, en fait, cette manière dont on se rend service aussi au sommet de l'État, au sommet du marché économique, où en fait, comme ce sont des gens qui occupent c'est pas seulement des gens c'est pas des rentiers. Enfin, alors il y en a, c'est des rentiers, mais parmi moi, les gens que j'ai rencontrés, et parmi l'aristocratie ou les très riches, les nouveaux riches, c'est aussi des gens qui occupent des fonctions professionnelles au plus haut niveau et qui donc connaissent leurs collègues occupent ces mêmes fonctions, leurs amis occupent ces mêmes fonctions. Donc en fait, c'est très facile en fait pour eux d'avoir des relations partout de pouvoir parce qu'ils occupent la sphère du pouvoir de façon générale. Et Pierre Lascoum, par exemple, ce qu'il montre très bien dans son livre, c'est à quel point les élites politiques, en fait, lorsqu'elles ont des problèmes avec la justice, sont rarement finalement véritablement réprimandées, parce qu'en fait elles connaissent tout un tas d'avocats qui sont là aussi pour les défendre, qui vont des gens de pouvoir, qui vont pouvoir défendre leur position et qui appartiennent elles-mêmes aux institutions qui font le droit et qui font la justice. Donc à ce niveau, on va dire, de richesse et d'entre-soi, le pouvoir est presque absolu, en fait. Il n'y a presque aucun risque, en fait, qu'on prend quand on appartient à ces sphères-là. Mais c'est un milieu, bien sûr, comme vous l'avez dit, et extrêmement segmenté, de la même manière que toutes les classes populaires sont extrêmement segmentées, les classes très riches aussi, en fonction du niveau de capital économique, en fonction de l'ancienneté du capital économique, en fonction des positions professionnelles, en fonction aussi de façon très géographique des lieux de vie, d'habitation, des styles de vie, etc. Est-ce que pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que dans ton travail de sociologie,
la question de combien on gagne ou le niveau de la richesse rentre en compte dans les critères à partir duquel on était intéressant pour ton étude, mais au-delà de ça, à partir de quel niveau de richesse on a un domestique? Au moins un. Alors ça, c'est pas possible de le savoir. On n'a pas d'enquêtes statistiques qui peuvent nous permettre de le savoir, donc je pourrais pas avoir une réponse précise à ça. Je ne peux pas dire que parce qu'on est riche, on a un domestique. Enfin, je peux pas l'affirmer, c'est-à-dire que je ne peux pas dire tous les riches, tous les 10% les plus riches ou les 0,001% les plus riches ont un domestique. Il n'y a aucune enquête qui me permet de dire ça. En revanche, dans l'enquête patrimoine, il y a quand même une seule question dans ce questionnaire qui pose... patrimoine de l'INSEE, hein, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Qui est, est-ce que... alors, je ne sais plus quelle est la question, mais qui demande si les personnes ont recours à des services domestiques ou embauchent quelqu'un pour les services domestiques. À cette question, on peut répondre oui ou non, quoi. On n'a pas d'autres détails. Donc, on ne sait pas du tout si c'est 2 heures de ménage par semaine ou si c'est un domestique à temps plein. On ne sait pas. Si c'est nounou, si c'est 10 domestiques, si c'est 3 domestiques, si c'est 1 domestique. Ça, on ne sait pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qui répondent oui ou non, quand on dépasse vraiment le seuil des 10% et des 1% les plus riches, là, c'est presque tout le monde qui répond oui. Donc, par ailleurs, de façon très qualitative, au vu de tout ce qu'on sait sur les styles de vie des très riches, ce que moi j'ai pu observer, mais aussi ce que mes collègues sur les élites ont observé, etc., au vu de leur mode de vie, on peut estimer que ils et elles ont presque tous à faire recours à une externalisation plutôt, du travail domestique. Ça, on imagine bien, mais c'est vrai que la vraie différence, c'est... J'ai une femme de ménage qui vient 2-3 fois par semaine et une nounou. Et je l'ai à temps plein à la maison. Exactement. J'ai un domestique à temps plein à la maison, que ce soit pour le rôle de cuisine, ou que ce soit pour s'occuper des enfants, ou que ce soit pour le ménage, ou que ce soit un peu pour ces 3 choses-là. Parce que ça et le chauffeur, j'imagine, c'est les 4 premiers domaines. Tu me dis si je me trompe, mais c'est les 4 domaines dans lesquels le ménage... les enfants, la cuisine, la conduite, le chauffeur, c'est probablement les 4 domaines dans lesquels on s'équipe en premier. Le chauffeur, c'est un peu plus élitiste quand même, mais c'est surtout le ménage, la cuisine, les enfants, en fait. Voilà. Ce que font en premier les classes moyennes supérieures qui ont recours à des services à temps partiel, quelque chose qui d'ailleurs prend de l'ampleur dans la société et concerne de plus en plus de familles. Donc, de ce que moi je vois de façon qualitative, oui, je pense que les 0,01% les plus riches ont presque tous quelqu'un à temps plein, au moins une personne. Après, je ne peux pas l'affirmer statistiquement, mais au vu des modes de vie, de leurs grands appartements à entretenir, du fait qu'ils travaillent beaucoup, que les femmes travaillent aussi, qu'ils ont souvent des enfants, etc., ce que je dis toujours, c'est que sans domestique, cette vie ne serait pas possible pour reproduire le capital économique. Justement, c'est une des questions que j'avais parmi les gens que tu as rencontrés, toi. Les femmes sont principalement en emploi, enfin travaillent, ou ça peut être des femmes qui ne travaillent pas? Quelle était la proportion de femmes qui travaillaient ou pas? Alors, les 3/4 des femmes que j'ai rencontrées travaillent. Okay. Alors, attention, elles travaillent toutes parce que... Travailler, c'est pas seulement travailler avec un emploi rémunéré. Tout à fait. Je fais quand même la précision que je me fais à moi-même très souvent, parce que moi-même parfois je dis elle travaille, alors que bon voilà, le tiers de femmes en fait que j'ai, le tiers de femmes que j'ai rencontrées qui elles n'avaient pas un emploi salarié à proprement parler, ou un travail rémunéré. En général, travailler comme bénévole dans des associations humanitaires, de charité, faisait beaucoup d'actions philanthropiques, ou peignaient énormément. Parfois, certaines avaient des galeries d'art à leur nom. Enfin, bon, et elles-mêmes le considèrent comme une forme de travail aussi. Donc, ça renvoie aussi à tous les débats sur qu'est-ce qu'un travail ou pas. Voilà, donc, voilà. Mais en tout cas,
les 75% des femmes, elles, ont un emploi, un travail salarié, en fait, où elles sont, enfin salariées ou pas salariées, mais un travail payé, où elles gagnent de l'argent. Et oui, donc en fait, c'est la majorité des femmes que j'ai rencontrées qui travaillent en dehors de chez elles Du coup, et qui ont des hautes fonctions professionnelles. Oui, par rapport à un temps où on avait des domestiques alors que les femmes chez les ultra-fortunés ne travaillaient pas nécessairement. Il y a, on va dire, oui, peut-être première partie du XXe siècle et peut-être un peu au-delà. Ce qui maintient la nécessité des domestiques chez les grandes fortunes, c'est aussi cette réalité que les femmes ont envie de travailler, de se réaliser et que de fait, elles ont pas envie de se consacrer aux tâches de la maison et, comme tu dis, entretenir l'hôtel particulier, etc. Ça participe de ce maintien-là ou pas, selon toi? Alors, oui et non, parce que justement, dans l'histoire, en fait, les femmes, dans les familles aristocrates ou grandes bourgeoises, les femmes travaillaient pas comme leurs époux, mais elles faisaient pas non plus les tâches domestiques. Donc, en fait, elles ne déléguaient pas le travail domestique, elles déléguaient le travail domestique alors même qu'elles avaient le temps de le faire. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui dépasse l'aspect strictement matériel, qui est aussi un enjeu de distinction sociale où, bah, voilà, quand on est aristocrate, on ne fait pas le ménage. En fait, c'est une bonne qui nous le fait. Voilà, c'est comme ça. C'est une manière d'asseoir son statut social, etc. Par contre, tout au long du XXe siècle, justement, il y a eu quand même une évolution aussi, notamment des mœurs, etc., avec le fait que, alors ça, faut relire les travaux de Norbert Elias, etc., ou même de Dominique Memmi, qui sont beaucoup revenus en montrant qu'en fait, dans les pays occidentaux, il y a eu un malaise de plus en plus à en fait, avoir des domestiques chez soi. Alors là, c'est très, très lié, en fait, à la manière dont l'espace privé, la maison, s'est constitué comme un espace privé, intime, justement, intime, secret, où on ne fait pas pénétrer chez soi n'importe qui. C'est aussi très lié, en fait, à la place du rôle des femmes, en fait, dans la société, qui, en fait, au tournant du XXe siècle, devaient se montrer comme de bonnes ménagères, alors à la fois de bonnes épouses, de bonnes ménagères, et en même temps des femmes qui étaient susceptibles de potentiellement travailler aussi. Donc, avec plein d'injonctions, en fait, à être une femme multitâche. Et donc, du coup, il y a eu une petite baisse à cette période de la domesticité et un malaise un peu plus grand, en fait, à avoir recours à des domestiques chez soi et à déléguer ce travail-là. Et donc, malaise que tu retrouves aussi, tu disais, chez les nouveaux riches, justement, notamment quand ils viennent de milieux sociaux qui sont plutôt classe moyenne inférieure ou classe populaire, et qui ont cette gêne et ce malaise à avoir recours à la domesticité, parce que dans leur imaginaire collectif, c'est pas automatique comme ça l'est pour les aristocrates, c'est vu différemment. Déjà, il y a quelqu'un qui pénètre ma sphère intime, qui est chez moi, potentiellement qui est chez moi 24 heures sur 24. Et puis en plus, cette personne qui est chez moi 24 heures sur 24, elle m'est familière à plein d'égards. Et contrairement à l'aristocrate qui l'a catégorisé probablement donc, c'est ma bonne, c'est mon chauffeur, c'est mon domestique. Pour le nouveau riche, ça a été son voisin, c'est encore peut-être son oncle, sa tante, ses cousins, et il y a cette, j'imagine, cette difficile position qui crée ce mal-être que tu décrivais. Oui, complètement. Oui, voilà, le fait de pas avoir grandi en fait avec des domestiques, ou même dans des familles où on avait recours à une femme de ménage ponctuellement, et la représentation dans l'imaginaire collectif, du coup, qui est liée à cette évolution, où alors je dis vraiment en Europe, en Occident, parce que c'est très différent ailleurs, avec cette idée que les métiers de la domesticité, ça renvoie aux métiers les plus serviles qu'ils soient, à la servitude, voire à l'esclavage, voilà, des choses complètement désuètes. Du coup, pour les femmes aujourd'hui, en fait, qui travaillent et qui ont recours à la domesticité, du fait de cette évolution, eh bien, oui, elles ont recours à la domesticité pour des raisons toujours de distinction sociale, montrer qu'on a l'argent de se faire servir, ça c'est clair, mais aussi pour des raisons matérielles, qui fait qu'en tant que femme, du coup, elles ne veulent pas être dans cette injonction de s'occuper de tout dans le foyer
aussi. Elles ne veulent pas ou elles n'ont pas vraiment le choix aussi parce que, voilà... Enfin, c'est compliqué la question du choix en sociologie, c'est toujours compliqué de parler en termes de choix parce que, évidemment, vu leurs contraintes, en fait, d'agenda, voilà, il n'y a pas le temps, en fait, pour faire le ménage. Et bien sûr, cette question ne se pose pas pour les époux parce qu'en fait, les époux, eux, sont des hommes et donc, du coup, sont d'emblée considérés comme exclus du devoir domestique. Et donc... Et ça, même chez les nouveaux riches ? Et ça, même chez les nouveaux riches, en fait. Et d'ailleurs, ça renvoie très bien à ce qu'on remarque de façon générale dans la société. Les dernières données de l'INSEE sur les enquêtes emploi du temps et sur le partage des tâches domestiques montrent que les hommes ont un petit peu pris plus de temps consacré par jour aux tâches domestiques, mais c'est très très faible encore, comparativement aux femmes. Et que le temps qu'ils ont pris à s'occuper des tâches domestiques était en fait extrêmement sélectif et très fléché. En l'occurrence, s'occuper des enfants pour les amener au parc. Et donc quelque chose qui est valorisant socialement et dans l'espace public. Et pas du tout la cuisine, par exemple. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc en fait, ce qui se joue dans ces univers fortunés renvoie en fait à des mécanismes sociaux qui concernent toutes les autres classes sociales. Et les hommes, en fait, dans ces milieux-là, ne vont pas recruter les domestiques, ni même les licencier. Leur donner parfois des ordres, etc., mais assez peu, finalement. C'est vraiment les femmes. On peut interagir avec les domestiques. Ouais, assez peu. Sauf quand... alors, dans les grandes familles où les hommes ont un domestique qui leur est attaché, là, il va y avoir beaucoup plus d'interaction. Mais dans beaucoup de cas, c'est les femmes, en fait, qui vont faire tout ce travail émotionnel aussi avec les domestiques, relationnel, qui vont s'occuper des critères de recrutement, qui vont leur faire des cadeaux aussi, et qui vont du coup avoir un déplacement de charge domestique qui ne va plus être une charge physique, directe, mais une charge mentale. Parce qu'en fait, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient qu'elles étaient fatiguées de gérer une PME chez elles. Parce qu'en fait, c'est un peu la réalité. Dans les grandes maisons où il y a 10 domestiques, et il y en a où il y en a beaucoup plus, et ben les femmes doivent gérer cette domesticité. Et donc en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on pourrait croire que voilà, chez les ultra riches, il y a une égalité totale entre les épouses et les époux par rapport à cette question qui nous concerne tous, qui est qu'est-ce qu'on fait des tâches domestiques, des tâches parentales, des tâches familiales diverses, et qui peut être résolue quand on a plein d'argent. En fait, pas trop. En fait, ça se rejoue. C'est-à-dire que ces inégalités sont quand même encore là, même quand on a l'argent pour tout déléguer. C'est les femmes qui sont chargées de faire ce travail de délégation. Je me demande même si c'est pas même accentué. Probablement, si on se positionne sur la classe moyenne, c'est probablement quand l'homme et la femme travaillent, à ce moment-là où il y a peut-être la meilleure tentative d'équilibrage en termes de répartition du temps domestique. Mais finalement, plus après la richesse arrive, plus les revenus augmentent et plus à nouveau ça se polarise de par les mécanismes que tu viens de décrire. C'est probablement, il ne faut pas s'attendre à ce que l'équilibre vienne de ce côté-là du spectre quand on est très riche, mais c'est peut-être au milieu du spectre qu'en réalité il y a probablement le meilleur équilibre homme-femme sur la question du temps domestique. Alors, je pense qu'on manque d'enquête là-dessus encore. Il y a des thèses en cours justement sur ça que j'attends avec impatience. Donc, il est clair qu'il n'y a pas une droite qui nous montrerait que plus on est riche, plus c'est l'égalité. Enfin, pas du tout, en fait. Ce qu'on sait quand même, c'est que ça dépend beaucoup des milieux sociaux, parce que les enquêtes qui sont faites sur les services à la personne en France montrent quand même que le fait d'avoir recours à une femme de ménage, à une nounou à temps partiel, c'est quand même quelque chose qui se popularise, c'est-à-dire qui se diffuse dans toutes les classes sociales, mais qui reste quand même l'apanage des classes supérieures, en fait, des cadres, des gens diplômés, qui ont l'argent aussi pour déléguer et qui travaillent beaucoup, et les autres classes sociales travaillent beaucoup aussi, mais disons qui ont un certain pouvoir économique
aussi d'embaucher une femme de ménage, une nounou, etc. Donc c'est quand même assez socialement situé. Ce qu'on sait aussi, c'est que, et pour avoir fait une petite enquête sur des ménages qui ont des femmes de ménage justement à temps partiel avec des collègues, on s'est rendu compte que dans ces milieux-là, en fait, c'était quand même les femmes à chaque fois qui recrutaient leurs femmes de ménage. Leurs femmes de ménage, j'ai dit, justement, lapsus, parce que justement, leurs conjoints disent « c'est la femme de ménage de ma femme ». Donc, il y a quand même toujours cette attribution dans les milieux de classe moyenne, classe supérieure, où on a recours à des services ponctuels à la personne, d'attribution de la femme de ménage, c'est quelque chose de féminin, et donc c'est lié à la conjointe qui doit s'occuper de la chercher, de la recruter. Si on regarde même les groupes Facebook ou les sites internet de recherche de nounous, etc., c'est que des femmes qui recherchent les nounous. Je rigole parce que je sais que dans mon couple, personnellement, c'est exactement ça. Ben voilà. Ouais. De la recherche, de la gestion de la femme de ménage à la recherche, à la gestion donc, des babysitters en plus, et la nounou qui s'occupe de notre fils à plein temps, toute cette charge-là, c'est moi. Donc, il n'a pas encore l'âge d'aller au parc, mais c'est clairement défini entre nous. Je ferai à manger, t'iras le fatigué au parc. On l'a déjà évoqué, donc ça me fait rire quand tout à l'heure tu dis ils sont dans les positions sociales les plus valorisantes de monsieur va jouer avec ses enfants à l'extérieur. Ouais. Ça m'arrange bien, ceci dit. Et madame va faire les courses, préparer à manger, etc. Mais du coup, c'est toujours marrant de regarder et de se dire « Ah ouais, je suis dans une caricature sociologique. » Non, mais c'est une question intéressante parce qu'après... il faudrait des enquêtes vraiment extrêmement fines, en fait, même qui mesurent jour après jour le temps consacré à telle tâche. Alors, c'est un peu fait par l'enquête, encore une fois, emploi du temps de l'INSEE, mais qui explore vraiment qu'est-ce qu'on délègue pas, et ce qu'on délègue pas, qui le prend en charge, et ce qu'on délègue, qui s'occupe de le déléguer. Enfin, il faudrait vraiment des études monographiques, comme on dit en sociologie, vraiment très fines des familles, mais qui sont du coup très coûteuses, très longues aussi à mener, pour avoir une vision très fine finalement, parce que les choses changent un peu. On le voit quand même avec certaines données statistiques, on le voit dans les discours, dans les représentations, mais est-ce que finalement, dans les familles de classe moyenne où on délègue un peu, il y a plus d'égalité que dans les milieux populaires où on délègue pas forcément une femme de ménage qu'on rémunère, mais par contre dans lesquels on va sans doute avoir plus recours à des membres de la famille, donc gratuitement, parce que c'est ça aussi, aujourd'hui, l'externalisation marchande des services à la personne sont très très liées à une évolution aussi spatiale et familiale de la manière dont vivent les familles, étant donné que les gens ont de moins en moins leurs parents qui vivent à côté de chez eux, ou des parents qui sont à la retraite de plus en plus tard et qui donc ne peuvent pas s'occuper de leurs petits-enfants, ou qui ne le veulent plus parce que les aspirations sont autres, etc., du coup, les systèmes d'entraide intrafamiliaux, qui sont par ailleurs très forts dans d'autres pays, ou qui sont encore assez forts dans certaines classes sociales, se délitent énormément dans les classes moyennes supérieures urbaines. Et, comme par hasard, c'est là où on a le recours le plus aussi au service à la personne marchand. Donc c'est aussi lié à ces évolutions de structure familiale. Tu dois avoir la réponse à cette question. Est-ce que chez les classes populaires, les regroupements familiaux sont plus importants? Est-ce que on a plus souvent autour de soi sa famille proche dans les milieux populaires que dans les classes moyennes? Est-ce que c'est une question de niveau de richesse ou est-ce que c'est plus une question de ville, pas ville? Comment tu perçois ça d'un point de vue sociologique? Alors oui, il y a une question urbain-rural, en fait, qui ont été... Alors, je prends des pincettes parce que je veux pas... je ne suis pas sociologue de l'espace rural, mais en fait, ce qu'ont montré les collègues, c'est que, oui, dans les milieux ruraux, en fait, il y a aussi ou dans les milieux même de banlieues plus lointaines ou de périphérie des villes, une forme de reproduction sociale qui se traduit aussi par l'habitat, où quand on n'est pas obligé en fait de migrer dans une ville pour des raisons de travail ou d'études, etc., il va y avoir une tendance à vivre en fait à côté, des autres. Voilà, les uns à côté des autres, et ce qui va être plus exacerbé à la campagne, avec
quand même une évolution, et là je fais référence à l'ouvrage de Benoît Coquart qui a écrit beaucoup là-dessus, qui a écrit un livre qui est aussi paru à la Découverte, Ceux qui restent, et qui parle justement des jeunes qui restent à la campagne, alors même à une époque où les campagnes sont de plus en plus désertées par les jeunes parce qu'il n'y a pas de boulot aussi. Voilà. Mais donc, dans les milieux où on reste entre familles, il y a des systèmes d'entraide, et là, l'anthropologie économique et la sociologie économique l'ont énormément montré. Par exemple, Florence Weber, il y a maintenant quelques années, a fait beaucoup de travaux, a produit beaucoup de connaissances sur l'économie de la débrouille, comme elle dit, où c'est des milieux où on s'entraide énormément. En fait, quand on a une ampoule à réparer, on va chez le voisin, il vient tout de suite nous la réparer. Et donc, en fait, on n'a pas besoin, du coup, de payer quelqu'un, parce que c'est un système de don contre don qui est extrêmement fort et qui est aussi lié à la proximité géographique des familles, mais pas que, qui est aussi lié à la manière dont on se sociabilise avec ses voisins dans des petits espaces où on est aussi moins nombreux, où en fait on est aussi dans des formes d'entre-soi, encore une fois. Et ces entre-soi, on peut les retrouver dans des grandes villes à l'échelle de quartiers, à l'échelle des beaux quartiers. Par exemple, c'est ce qui se passe chez les très riches. C'est aussi une forme d'entre-soi. Ou par exemple, quand on veut retrouver une nounou, on va demander à sa voisine si elle connaît pas une nounou qui aurait besoin d'un travail. Donc, c'est des mécanismes comme ça. Mais donc, oui, c'est beaucoup une question rurale, urbain, en plus d'une question de classe sociale, en fait. Après, ce qu'on sait et ce que nous disent les travaux sur la domesticité, c'est que, par exemple, des familles issues de l'immigration, plutôt de milieux populaires qui vivent à Paris. Il y en a de moins en moins, mais qui, en tout cas, il y a quelques années, vivaient dans les quartiers les plus populaires de Paris, etc. Et donc, qui sont, elles ou eux-mêmes, éloignés de leur famille, restés au pays, ou etc., peuvent avoir recours, en fait, à des services domestiques, mais du coup, qui vont être aussi peu déclarés, très peu payés, payés au noir, ou qui vont faire venir de leur pays d'origine des jeunes filles, en fait, qui vont venir en France pour pouvoir rendre des services domestiques à la famille qui a émigré en France. C'est la question des petites bonnes, comme le dit Mélanie Jacquemin, qui est anthropologue et qui a beaucoup travaillé sur les petites bonnes originaires de la Côte d'Ivoire, qui sont en fait ramenées de Côte d'Ivoire par des gens qui habitent à Paris et qui les font travailler à l'âge de 12-13 ans comme bonnes sans être payées. En fait. Donc, la pauvreté exploite la pauvreté. Oui. C'est une bonne transition vers... parlons un peu plus de ces domestiques, justement, de qui elles sont. Il n'y a pas que des femmes. C'est essentiellement des femmes, mais il n'y a pas que... En fait, plus il y a de domestiques, plus il y a d'hommes. Moins il y a de domestiques, plus il y a de femmes. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et qu'est-ce qui les motive à prendre ce type de poste que même avant de lire le livre, j'imaginais déjà comme, comment dirais-je, dans mon vocabulaire à moi, asservissant, dans la mesure où j'avais cette perception que ça pouvait être 24 heures sur 24, ça pouvait échapper par certains aspects aux règles du droit, que on est dans une certaine mesure corvéable à merci, mais des fois oui, des fois pas loin. Qu'est-ce qui motive ? Et que on le fait pendant des années, qu'on dort sur place. Donc c'est quelle place il y a à la vie personnelle, quelle place il y a à la vie familiale, et du coup, qu'est-ce qui motive ces personnes-là à faire ce métier-là ? Ouais. Il y a beaucoup de questions. Non, mais c'est essentiel. Alors, les motivations, en fait, vont être... alors, il y en a plusieurs, mais en fait, elles se recoupent souvent. Il y a des motivations déjà symboliques, qui fait que travailler auprès de ceux qui ont le plus de pouvoir dans la société, c'est valorisant. C'est plus valorisant. Ça compte beaucoup, Ça compte énormément. Ça compte. Mes collègues qui ont travaillé sur les métiers de l'hôtellerie de luxe, etc., ou les personnes qui travaillent dans les grands magasins, type Galeries Lafayette, etc., montrent bien qu'il y a une forme de fascination, on peut le dire, pour la richesse, pour le milieu, pour les gens de pouvoir, pour les gens riches, et une forme de fierté aussi, de contribuer justement au succès de ces gens-là. Parce que les domestiques savent très bien, et ils ont raison,
qu'ils contribuent et qu'ils sont d'une certaine manière indispensables au rayonnement, notamment économique, de leur patron. Puisque sans leur service, leurs patrons passeraient leur journée à nettoyer leurs hôtels particuliers, ils ne pourraient plus gagner d'argent, aller à des dîners montants, etc. Donc ils sont très fiers de pouvoir contribuer au rayonnement de gens, j'allais dire rayonnants, enfin de gens qui rayonnent par leur très fort capital économique, par leur capital symbolique, social, etc. Alors, les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des stars connues, mais je pense que ça serait d'autant plus T'en as rencontré quelques-unes ou t'as rencontré que des gens J'ai rencontré des gens du CAC 40 qui peuvent être plus ou moins connus. Okay. Voilà. Mais j'ai pas rencontré de stars, quoi. Enfin, voilà, qui, eux, ont des domestiques, on le sait. Et je pense que, du coup, cet aspect, justement, être au service d'une célébrité, remet une pièce dans la machine. Encore plus, ouais. Voilà. On peut très bien le comprendre. En fait, c'est plus valorisant de faire le ménage chez une grande personnalité, chez Beyoncé, que chez moi, quoi. Enfin, voilà. Comment ça Voilà. Donc, c'est un mécanisme, ça, qui joue, en fait, quand même, qui fait que certaines personnes qui travaillaient parfois dans le secteur des services à la personne, genre à temps partiel, de façon générale, entendre parler que par bouche à oreille, par des collègues, etc., qu'il y a des postes dans le 16e arrondissement auprès des riches et... Ah ouais, ils ont envie, quoi. Ça leur donne envie. Bon. Donc ça, c'est une première motivation. La seconde, j'allais dire motivation, mais alors c'est pas une motivation, c'est une contrainte, c'est qu'aussi, il y a des gens qui rentrent là-dedans parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça concerne qui n'ont pas le choix ou pour lesquels c'est la continuité d'un parcours professionnel où ils ont été dans beaucoup d'emplois précaires, mal payés, au noir, et où à un moment donné, par bouche à oreille, ils entendent parler de ce job, qui est plutôt du coup un super job par rapport à ce qu'ils ont eu auparavant, et qui vont donc sauter sur l'occasion et s'estimer très heureux par rapport aux conditions de travail qu'ils ont connues. Et ça, à quel titre c'est un super job, justement ? Et voilà. Et alors, donc je précise juste que ça, c'est plutôt les gens issus primo-arrivants, en fait, issus de l'immigration primo-arrivants, sans diplôme, ou dont les diplômes ne sont pas reconnus, donc qui se font déclasser par la migration, qui parlent pas très bien français, ou qui n'ont pas de papier aussi, et qui du coup, galèrent, et qui, à un moment donné, vont trouver ces emplois-là, et donc vont s'estimer très chanceux d'avoir ces emplois-là. Et donc, à quel titre ce sont des bons emplois ? Justement, c'est la troisième motivation qui est, à mon sens, la plus importante, qui est la motivation matérielle, en fait. Les domestiques, chez les ultra-riches, sont des gens qui, alors, pas tous, il y a des cas d'exploitation totale, où on est très mal payé, où on est violenté. Je le dis parce que souvent on me demande, et oui, bien sûr, ça existe. On en entend parfois dans les médias, de personnes qui ont même été esclavagisées, entre guillemets, etc. Bon, il y en a. J'en ai rencontré, j'en ai entendu parler. Mais la majorité, moi, des personnes que j'ai rencontrées, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils m'ont ouvert leurs portes, j'ai peut-être pas non plus rencontré, évidemment, les profils où on séquestrait ces domestiques, auxquels on retirait les passeports. Ça, c'est aussi un des biais, comme on dit, sociologiques de l'enquête. Bon, alors même que ça existe. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est aussi que une grosse partie de ces emplois, et qui est quand même assez importante, et ça, je peux le dire par l'ampleur de l'enquête que j'ai faite, sont des bons emplois, entre guillemets, quand on compare à la majorité des emplois de service à la personne, qui restent des emplois très mal payés, où en fait les femmes de ménage n'arrivent pas à la fin du mois à gagner plus de 800 € par mois parce qu'en fait leur temps de transport d'un appart à un autre, etc., sont pas rémunérés, ou parce qu'elles sont embauchées via une boîte de service à la personne qui les paye pas bien, parce qu'elle prend une marge importante, etc. Bon, là, c'est des emplois très bien payés comparativement à ces emplois-là, et même parfois comparativement à la moyenne du salaire ou au salaire médian français. Tout à fait. Parce que selon les postes occupés, on peut espérer gagner 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, jusqu'à 12 000 € par mois, en fait, pour les plus haut placés, les majordomes typiquement. Ça dépend de la compétence. Tiens, ça m'intéresse après. Mais ça dépend de la compétence. C'est une espèce de facteur entre ta compétence et la richesse de la famille, où il y a quand même un marché, tu vois, un prix de marché qui dépend assez peu de à quel point la famille est fortunée. Mais peut-être que ça va jouer sur d'autres facteurs de rémunération qui n'est pas le salaire directement. Alors,
Alors oui, c'est à l'intersection de plein de facteurs. Le niveau de richesse de la famille, qui déjà va déterminer le nombre de domestiques et le salaire qu'on va pouvoir leur donner, ça c'est clair. Il y a des familles les moins riches des riches que j'ai rencontrées qui n'ont que une ou deux bonnes à temps plein, qui gagnent 2 000 euros, et c'est déjà assez pour eux, voilà. Donc ça va dépendre de ça, mais ça va dépendre aussi de plein de choses. De l'expérience du domestique, de son poste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est admis que quand on est employé de ménage ou lingère, on va moins gagner que la nounou, qui va moins gagner que le chauffeur, qui va moins gagner que le majordome, qui gagne le plus. Donc ça dépend du poste. Majordome, il fait quoi? Il supervise tout le monde. Okay. C'est un régisseur. C'est comme dans Downton Abbey, quoi. Ouais, exactement. Le majordome, en fait, il supervise tous les autres domestiques. Il fait pas de travail domestique, du coup, enfin, de travail, de tâches domestiques physiques. Alors, il peut parfois filer un coup de main quand il y a des gros moments de rush, voilà. Des grands dîners où il y a un problème, où il y en a un qui est malade, enfin voilà. Mais il supervise. En fait, il a la compétence supplémentaire de comprendre les codes. Là où l'autre, les autres, à leur poste, ont moins besoin de comprendre les codes. J'ai l'impression que c'est... donc, il faut avoir des qualités d'organisation, de management. Mais du coup, pour faire le pont entre la famille et les autres, ça demande de mieux comprendre, d'avoir une finesse supplémentaire pour comprendre les codes de l'entre-soi, quoi. Oui, tout à fait. Alors, tous ont besoin de se socialiser quand même à un certain milieu, de par la manière dont ils se tiennent, dont ils vont s'exprimer, etc. Mais oui, c'est d'autant plus exacerbé chez les domestiques qui vont parler souvent en fait au patron. En fait, l'employée de ménage, elle parle jamais à sa patronne. Donc en fait, même si elle parle pas français, c'est pas très très grave. Le majordome, c'est un peu plus embêtant. Ça, j'ai découvert ça dans ton enquête. C'est d'une tristesse. Le fait, je me suis pas rendu compte qu'il y a une solitude du domestique. De la personne qui fait son job, mais à qui on parle pas forcément beaucoup. Oui. Et en fait, chez les domestiques, alors elle peut être à plusieurs échelles, en fait, cette solitude. Elle peut être au sein d'un très gros collectif de travail, où en fait, les domestiques les plus bas placés vont pas forcément pouvoir parler avec les autres domestiques, parce que soit ils parlent pas la langue, soit ils ont pas le temps, soit en fait, ils sont tellement éloignés socialement des domestiques les plus élevés dans la hiérarchie, parce que en fait, ils partagent pas grand-chose. Et puis sinon, pour les domestiques aussi seuls, qui travaillent seuls en fait, comme unique domestique ou à deux dans les maisons, il y a une forme de solitude, qui peut être aussi une solitude extrêmement subjective et qui est très liée à l'écart social qu'il y a entre leur propre milieu social d'origine ou le milieu dans lequel ils vont travailler. Donc aussi une forme de solitude où finalement on n'est jamais à l'aise, enfin on n'est jamais chez soi. On dort chez le patron, mais c'est pas vraiment chez nous. En même temps, le chez nous, il y en a plus, parce qu'en fait on n'a pas le temps d'aller voir sa famille, on n'a plus vraiment de chez nous. Donc il y a une espèce d'entre-deux qui alimente cette forme de solitude, mais qui va être très liée au profil des domestiques. Et juste pour terminer sur la question de qui gagne quoi, en fait, il y a la question de l'expérience, mais il y a aussi la question, en fait, de l'origine sociale des domestiques, du genre des domestiques et de ce qu'on appelle la race en sociologie. Alors, je précise quand même parce que c'est pas évident, mais en sociologie, on parle de race de la même manière qu'on parle de genre. C'est-à-dire, c'est tous les procédés qui visent à construire socialement ce que seraient des compétences soi-disant innées qui seraient liées à une origine nationale, une couleur de peau, à un accent, etc., etc. Et en fait, les domestiques sont mis sur différents postes, certes selon leurs compétences, mais surtout selon leurs caractéristiques de genre et de race. Et donc, les domestiques les moins diplômés, issus des milieux les plus populaires, mais qui sont aussi, en fait, parce que ça se recoupe, les domestiques, surtout dans les grandes villes, les moins diplômés issus des milieux populaires, ça recoupe aussi souvent des gens issus de l'immigration, et donc qui sont racisés, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire qui sont perçus par leur patron comme non blancs, vont être les gens qui vont être mis à des postes moins valorisants, et donc qui vont être moins payés. Et donc ce système de ségrégation sexuée et raciale, qui est à l'œuvre dans la domesticité, qui est essentiel, qui est structurant, révèle... Essentiel aux yeux des familles.
Alors, oui, quand je voulais, pardon, oui, essentiel aux yeux des familles, quand je voulais dire essentiel, c'est-à-dire qui explique toute la manière dont se construit la domesticité et les rapports de domination au sein du collectif de travail, va être un miroir grossissant, en fait, de la société dans son ensemble et du marché du travail dans son ensemble. On parlait tout à l'heure des femmes de ménage, on dit femmes de ménage d'ailleurs, hein, les gens qui travaillent dans les services à la personne en France, c'est presque essentiellement des femmes, des familles issues de l'immigration, issues des classes populaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans la domesticité des très riches, et tu l'as dit, il n'y a pas que ce profil-là. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je me suis dit, tiens, c'est une domesticité où on n'a pas le profil type de la domestique qu'on retrouve partout dans le monde sur le marché du travail. On a aussi des gens qui sortent de ce profil, qui sont des gens qui sont de classe moyenne, qui sont diplômés, parfois de master, de management, d'école de commerce, qui sont blancs, qui sont des hommes. Mais pourquoi on a ces profils-là ? Parce qu'on a une domesticité multiple, qui fait qu'on a plusieurs postes, plusieurs types de tâches, qu'on ne veut pas confier à tout le monde et à n'importe qui. Là, je reprends les paroles des patrons, bien sûr. Et donc, les patrons, pour recruter leur personnel, vont mettre à l'œuvre tout un tas de stéréotypes racistes, on peut le dire, sexués, qui vont alimenter le fait que les compétences professionnelles ne se construisent un peu sur le diplôme, mais pas tant que ça. Ça va se construire surtout sur ces stéréotypes. Parce qu'on va juger qu'une personne noire sera plus compétente naturellement pour faire telle tâche. Et qu'une personne blanche sera naturellement plus compétente pour faire ça. Qu'un homme sera naturellement plus compétent pour faire ça, etc., etc. Ça va plus loin, il y a beaucoup de stéréotypes de nationalité, de où tu viens. Les Asiatiques sont comme ça, les Ivoiriennes ont tel... j'ai découvert ça dans ton enquête, mais... et les patrons sont très ouverts sur... à décrire que telle ou telle personne aurait de meilleures qualités supposées pour occuper tel poste ou faire telle chose. Oui, en fait, ils sont très ouverts. Alors, ça m'a surprise. C'est surprenant au début. D'ailleurs, quand mes collègues lisaient mes premiers extraits d'entretien quand j'étais en thèse, ils me disaient « Mais c'est dingue qu'ils te parlent de ça comme ça. » Mais en fait, c'est pas étonnant. C'est pas parce que je suis un génie que j'arrive à faire parler les gens. C'est pas du tout ça. C'est que, déjà, dans ces milieux-là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, dans des milieux où on a tout le pouvoir, où on craint rien. On n'a pas peur, en fait, de dire les choses telles qu'on les pense. Parce que face à une sociologue, en plus j'étais en thèse de doctorat à cette époque, voilà, j'avais aucun pouvoir vis-à-vis d'eux, de nuisance. Donc voilà, on parle ouvertement. Et d'autant plus qu'ils ne considèrent pas cela, justement, comme de la discrimination raciale ou comme du racisme. Parce qu'ils recrutent les gens dont ils essentialisent les compétences. Donc c'est assez pervers comme mécanisme parce qu'ils vont me dire les Asiatiques sont plus fortes à faire ça, du coup je les recrute pour ça. Donc ils vont dire mais je suis pas raciste puisque je les recrute pour ça. Alors même que ça fait appel évidemment à des stéréotypies, des préjugés qui émanent de notre histoire coloniale, qui sont fortement ancrés dans les mentalités encore aujourd'hui, pas que des ultra-riches, qui ne se disent pas dans certains milieux, mais qui d'ailleurs quand même se disent de plus en plus quand même, depuis quelques années, même dans les médias, etc. Alors même qu'avant, il y avait un certain tabou, une certaine retenue, bienséance, etc. Tu penses à quoi, par exemple ? Je pense au fait que, par exemple, avec la montée de l'extrême droite, etc., il y a eu des discours ouvertement racistes qui ont été reportés publiquement, qui, il y a 30 ans, se disait moins, on va dire. Il y a eu, on a beaucoup parlé avec Marine Le Pen, mais ça fait déjà quelques années de ce sorte de racisme décomplexé, la droite décomplexée qui en fait dit ce que tout le monde pense. Enfin, c'est un peu l'argument en fait de la droite, l'extrême droite, la manière dont l'extrême droite se vend aujourd'hui. Nous, on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous voyez, voilà. Bon, dans ces milieux-là, voilà, pour eux, il n'y a pas de sujet. Ils ne sont pas racistes puisqu'ils ne vont pas, contrairement aux entreprises, exclure une personne, exclure, ne pas la recruter parce qu'elle est asiatique ou noire, etc., sans le dire, mais on sait très bien qu'il y a de la discrimination à l'embauche raciale qui est énorme, qui est non dite, mais qui est énorme. On sait très bien le mesurer par les enquêtes, parce qu'au contraire, elles vont recruter ces gens. Donc en fait, c'est un argument pour retourner le stéréotype comme s'il était finalement... utile pour les domestiques et que voilà, c'est pas du racisme puisque ça leur sert et c'est bien d'essentialiser les compétences. Est-ce que les patrons sont racistes ?
Est-ce que les gens riches sont racistes ? Alors moi, mon enquête est située sur une population française ou qui a une binationalité, mais essentiellement française, blanche, dont on peut dire qu'elle est raciste, en fait. Je pense que c'est intéressant parce que c'est pas, pour moi, en tant que sociologue, on relève pas là du jugement de valeur, Oui. c'est-à-dire que je ne dis pas que du coup c'est mal et qu'elles sont stupides, etc. Pas du tout, mais leurs discours racialisants sont de type raciste. Parce qu'ils visent à quand même attribuer certaines propriétés en fonction de la perception qu'on a des qualités essentielles de ces gens, etc., etc. Donc c'est une forme de racisme. Après, dire que tous les riches sont racistes, non, on peut pas dire ça. Ça serait pas du tout scientifiquement correct. Non. En plus, là, ce que j'ai enquêté, c'est des rapports de blanc à blanc ou de blanc à personne noire ou jugée d'une autre couleur de peau. Mais si on se trouve dans un autre contexte, on va avoir des rapports de domesticité de noir à noir, d'asiatique à asiatique, de blanc à blanc. Donc les formes, alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de racisme, les formes de racialisation de l'autre vont être différentes, sur des critères différents. Oui, ils ne sont pas basés sur la couleur de peau nécessairement, mais vont être basés sur d'autres sur critères. des langues maîtrisées ou pas, ou sur d'autres types de couleurs de peau, ou sur des provenances aussi d'origine géographique, régionale, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que les domestiques te disent sur comment ils vivent le fait d'être éloignés de la famille, de leur famille quand ils en ont une ? Est-ce qu'il y a beaucoup de domestiques qui ont des enfants, sachant qu'ils sont à plein temps employés par leurs employeurs ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des familles, des enfants ? Moi, je suis toujours très curieuse de pourquoi ils font ce choix-là. Du coup, de se mettre dans un boulot 24 heures sur 24, quitte à être éloigné de leur famille. Est-ce que tu as des données sur ce sujet-là en particulier ? Oui, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, sur les motivations à faire cet emploi. Je pense, les 3 motivations qu'on a. Donc, à la fois la symbolique, strictement matérielle, parce que c'est des emplois où on peut gagner beaucoup d'argent, etc. Et aussi parce qu'on n'a pas le choix, parfois. Donc, c'est ça qui explique, en fait, qu'on Et ils te disent comment ils le vivent ? Et alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans l'enquête, et qui était... si cette domesticité continue à exister, c'est que justement, elle est très ambivalente. Qu'elle est ni horrible pour les domestiques, ni super. Il y a vraiment ce jeu de, je dirais, de compromis ou que font les domestiques. Ils se disent, en fait, voilà, c'est un travail où je travaille énormément, où parfois je dois rompre avec ma famille parce que les riches exigent que les domestiques vivent chez eux ou à côté de chez eux pour être tout le temps disponibles. Donc, ils sont prêts à faire ce sacrifice parce que derrière, il y a de l'argent qui tombe. Il y a de la reconnaissance au travail. Il y a de l'argent qui tombe. Argent qu'on peut potentiellement envoyer à sa famille laissée au pays ou à sa famille qui vit loin de nous, mais qu'on peut, qui nous permet quand même d'entretenir sa famille. Donc, il y a le fait de dire chez les domestiques, je suis prêt à faire ce sacrifice, entre guillemets, pendant des années pour pouvoir gagner de l'argent. Mais de la même manière, je sais pas, qu'un cadre pourrait bosser pour une start-up, voilà. Je ne sais pas combien d'heures. Voilà, exactement. C'est un peu le même registre qu'il y a. À la différence, je pense, qui est plus exacerbée dans la domesticité, que les domestiques, il y a quelque chose qui est très important, sont extrêmement imprégnés d'affect dans les relations qu'ils ont avec leur patron. Et donc, en fait, ils ne vont jamais complètement se plaindre. Alors, ils vont se plaindre face à moi, mais jamais de façon radicale, parce que ils estiment que leur patron, ils voient leur patron non pas seulement comme un patron, mais justement comme d'autres personnes que des simples patrons, comme des gens normaux, qui ont des problèmes, qui ont des souffrances, qui ont des problèmes, des maladies, des souffrances psychologiques, voilà. Et donc, ils vont très vite être amenés à excuser leur patron, même quand il y aurait eu des mauvais traitements ou des humiliations, etc.
Typiquement en me disant bon bah madame hier elle m'a hurlé dessus mais en même temps elle est rentrée, elle a eu une journée de 12 heures de travail, elle était épuisée, elle a eu une réunion super fatigante, donc je peux pas lui en vouloir complètement. Et en fait, dans cette manière d'excuser son patron, se joue vraiment là l'imbrication entre le rapport salarial et la relation familiale. Parce que on fait tous ça aussi, sans doute auprès de nos amis, de notre famille. On excuse les mauvais comportements parce que c'est pas que des gens auxquels on colle une étiquette de patron, prof, journaliste, qu'on voit juste au travail et dont on connaît pas trop la vie et dont on veut pas en savoir plus. C'est des gens avec qui on est émotionnellement en prise et qu'on connaît, et donc forcément c'est plus difficile d'en vouloir. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent tous les travaux sociologiques et sans doute aussi psychologiques sur le consentement, sur les violences conjugales, qui expliquent, parce que souvent il y a eu des discours de pourquoi les femmes victimes de violences conjugales, elles restent, pourquoi elles en veulent pas complètement à leur mari. Parce que c'est plus compliqué que ça, en fait. Le mari n'est pas qu'un bourreau. Le mari est aussi un époux qu'on aime, etc. Et donc dans la domesticité, il y a aussi ça qui joue. Et qui ne relève pas que d'une rhétorique. Quand les patrons ou les domestiques disent on fait partie d'une même famille, c'est pas que une hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a un peu quand même, mais pas complètement. Bien sûr, un peu quand même, parce que les domestiques ont très bien conscience que le jour où leur patron ne veut plus d'eux, du jour au lendemain, ils peuvent être mis à la porte. Et donc, ne plus avoir de salaire, ne plus avoir de logement, ne plus avoir tous les avantages qu'ils avaient. Voilà, se retrouver à la rue. Ça, ils le savent, ils sont pas dupes, ils sont pas du tout naïfs. Mais en même temps, il y a des relations de proximité, de promiscuité, mais même de proximité affective, on pourrait dire, qui se nouent avec les patrons, notamment avec les patronnes. Des domestiques qui sont les confidentes de leur patronne. Alors, c'est souvent un peu asymétrique aussi, c'est-à-dire que les patronnes se confient beaucoup plus que les domestiques se confient. Les domestiques savent tout de leur patron, mais tout, alors que les patrons savent très peu de choses de leurs domestiques. Mais ça contribue quand même, malgré cette asymétrie d'informations sur l'un et l'autre, à produire des effets très forts. Mais en fait, je vois ça comme de la part du patron, c'est aussi... Alors, tu vois, le fait de se confier, de partager, de donner, c'est aussi une monnaie d'échange, entre guillemets. C'est je te fais participer à ce qu'est ma vie, directement ou indirectement, parce que je pense que le domestique, il n'est pas rémunéré qu'en salaire. Alors, j'ai pas mal de questions sur quelle autre forme de rémunération est là, mais là, tu m'en as donné une, c'est en fait me confier à toi. Le domestique peut considérer que c'est une chance de recueillir finalement toutes ces confidences et de prendre ça un peu comme une monnaie sans s'en rendre compte. Et ça valorise son poste, sa position, ça lui donne plus de valeur, alors que ce sont des informations et que concrètement, le domestique va pas en faire grand-chose, ça va pas beaucoup améliorer son quotidien. Mais c'est si lui, le patron ou la patronne me confie ça, c'est que vraiment il tient à moi. Et j'imagine que le patron, il joue de ce genre de niveau de relation. Tu as tout à fait raison, évidemment. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est qu'à la fois, il y a de l'affect réel. Enfin, je veux dire, il est aussi réel. On s'attache. Moi, j'ai eu plein de témoignages de domestiques qui devaient partir ou qui ont été mis à porte ou qui devaient eux-mêmes partir ou de patrons. Et qui étaient des récits emplis de larmes parce qu'on était très triste de quitter son patron, de quitter son domestique. Donc, voilà. Mais évidemment que derrière, ça sert aussi à entretenir la mise au travail sans limite des domestiques. Parce qu'avec les affects se joue la question du don permanent. Les domestiques sont en dette permanente envers leur patron. Ils ne peuvent pas s'affranchir de cette dette par l'argent, donc ils ne peuvent jamais s'affranchir. La dette est perpétuelle. Et donc pour pouvoir contribuer à ce contre-don de leur patron qui se donne à eux, qui leur donne de l'argent, des cadeaux, etc., ils travaillent. Donc, bien sûr que les affects servent énormément à masquer la dimension salariale de la relation. C'est une relation désintéressée, d'amour, finalement. Voilà, on masque un peu tout ce côté très économiquement intéressé, qui est quelque chose qui est souvent caché dans l'univers de la famille, d'ailleurs. Les relations économiques existent évidemment dans les familles, mais elles sont toujours masquée, toujours floutée. Ça, la sociologie économique l'a beaucoup montré, notamment les travaux de Viviana Zelizer à ce sujet. Et donc, en fait, bien sûr
que ça sert à en demander plus aux domestiques. Et ça marche, parce que les domestiques qui apprécient leur patron, vouloir tout faire pour leur patron. Et donc, du coup, le dimanche qui est prévu pour leur jour de repos, très régulièrement va sauter. Parce que si la veille, leur patronne leur dit « Oh, mais demain, c'est l'anniversaire de la petite, tu pourrais pas être là pour lui faire un gâteau ?» Le domestique va dire oui. La domestique, en l'occurrence, va dire oui. Et en fait, du coup, c'est infini. Donc oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un jeu de dupes. Tout le monde sait très bien les règles du jeu. Tout le monde sait très bien, mais il y a certains moments où elles sont très clairement froidement posées. Il y a des moments où on ne sait plus trop, parce que justement, il y a les affects qui, eux, sont réels. Donc, tout cela contribue à un grand flou dans les relations, mais qui, du coup, encourage cette corvéabilité sans limite. Qui, même quand on la met en face d'un très bon salaire, par exemple de 5 ou 6 000 euros, finalement, quand on divise ce salaire par le nombre d'heures de travail, en fait, il est nettement moindre, le salaire. Et quand bien même il serait correct, ça n'empêche que il y a une forme de... Et c'est pour ça que je parle d'exploitation dorée dans mon livre. C'est que c'est une exploitation parce qu'on met au travail des gens qui sont privés, en fait, de temps aussi pour eux, de temps pour consommer, de temps pour se reproduire avec leur famille, etc., pour aller... Et en même temps, elle est dorée parce que il y a de la rémunération, il y a du matériel derrière, il y a des compensations à cette exploitation assez élevées pour qu'on accepte de travailler dans ces conditions. Enfin, de travailler de façon illimitée, quoi, dans ces conditions horaires, quoi. Tu parlais de cadeaux, tu parlais de... le salaire n'est pas la seule forme de rémunération, donc on rémunère en confidence, on rémunère en salaire, on rémunère, tu disais tout à l'heure, en prestige, tu fais partie, voilà, tu sers le plus grand, la famille du plus grand cabinet d'avocats ou du plus grand avocat d'affaires de je sais pas quoi, de Paris ou je ne sais quoi aux caisses. Et il y a des cadeaux. Les cadeaux, c'est fréquent dans les... C'est permanent. Alors, dans la domesticité à travers le monde, c'est un travail qui, en partie, se rémunère par cadeau. Donc ça, se rémunère. Qui, du coup, est compensé, avec tout ce qu'on vient de dire, par le don. Voilà, un don contre don. Et donc, les patrons donnent des cadeaux. Et donc, les domestiques se sentent encore plus redevables parce qu'ils ont eu un cadeau du patron. Ça, c'est dans toutes les formes de domesticité à travers le monde. Même les femmes de ménage à temps partiel se voient offrir parfois des petits chocolats, un petit café. Bon, voilà, ça fait partie... et c'est pas le seul métier, d'ailleurs, où il y a des cadeaux. On fait un cadeau... Enfin voilà, il y a des cadeaux qui s'échangent dans d'autres types de métiers. Dans la domesticité, c'est très fort. Alors, chez les très riches, ça prend une proportion, par contre, assez inégalée par ailleurs, qui fait qu'on peut avoir des cadeaux. Alors, là encore, en référence à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la hiérarchie des postes, ça dépend aussi des domestiques, ça dépend des postes, ça dépend de leurs caractéristiques, ça dépend de la relation qu'on a avec le patron aussi, même indépendamment des postes. Mais il peut y avoir des cadeaux à forte valeur économique, si je peux le dire comme ça. On ne donne pas que des chocolats à Noël. On peut donner un sac Louis Vuitton, une robe Chanel, des vêtements de haut couturier dont je serais incapable de me rappeler les noms parce que la haute couture, c'est obscur, quoi, en fait, voilà. Il y a des majordomes qui se sont vus offrir même des montres très chères, une moto aussi, j'ai déjà vu, une voiture. C'est assez exceptionnel, bien sûr. Tous les domestiques n'ont pas ça, mais c'est quelque chose qui se fait. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi les très riches offrent des cadeaux aussi chers, quoi, et autant ? Et en fait, c'est justement pour pouvoir rendre corvéable tout le monde, y compris le domestique qui a le profil le moins en adéquation avec le profil type de la domestique qui, elle, n'aurait pas trop le choix et donc qui, on peut supposer, continuerait à travailler dans cette maison même si elle était payée que 1 200 € par mois parce que pour elle, c'est déjà génial, etc. Par contre, le majordome diplômé d'école de commerce, etc., il reste pas s'il n'a pas le haut salaire et éventuellement des cadeaux, quoi. Donc, ça sert aussi à acheter tout le monde, tout type de profil, tout type de catégorie sociale, à acheter le secret, de façon très forte. Ça, je le dis pas assez, mais en fait, il y a toute une dimension secret
secret. Non pas que ces milieux aient forcément des grands secrets à garder, mais en fait, le secret de la vie familiale, de la vie professionnelle. Exactement, c'est tout à fait ça. La santé de tel entre... la santé. Sa boîte, elle va... Alors, la santé des hommes, la santé des économiques. business, exactement, voilà. Donc, en fait, ça permet d'acheter le silence aussi des domestiques. Voilà. Et ces cadeaux ne coûtent pas si cher aux patrons. Alors déjà au vu de leur très fort capital économique, mais aussi parce que c'est souvent des cadeaux qu'on leur offre. En fait, parce que pour les gens qui travaillent en fait dans des énormes entreprises, etc., on peut leur offrir un sac Vuitton lors d'un événement. Donc en fait, au bout du 25e sac Vuitton, on l'offre à son domestique, à sa domestique, parce que voilà quoi, on en a plein dans sa garde-robe. Et ces cadeaux sont très appréciés par les domestiques. Alors ils sont pas dupes encore une fois. Ils savent très bien qu'on leur a offert. Et que ça contribue à ce sentiment de redevabilité permanente. Mais en même temps, ils sont quand même contents en fait, d'avoir des cadeaux comme ça. Contents, mais en même temps, ils ne peuvent pas les utiliser. C'est tout le paradoxe. Ce qui fait que moi, parfois, j'ai été dans des chambres de domestiques où il y avait une exposition d'œuvres d'art contemporain dans leur toute petite chambre, avec 10 œuvres d'art entassées les unes les autres dans la chambre. Parce qu'en fait, les domestiques ne savent pas quoi en faire non plus. Et ils veulent pas les vendre parce que c'est des cadeaux, ça se vend pas. Ils savent que ça coûte très cher, donc ils veulent les garder. En même temps, ils savent pas les apprécier parce que c'est pas à leur goût, puisque le goût des classes dominantes n'est pas forcément le goût des domestiques, même si les domestiques vont apprendre ce que c'est le bon goût. Donc ça crée des situations un petit peu rigolotes, ubuesques, voilà. Il y a 2 derniers sujets sur lesquels je voulais t'interroger. Le premier, c'est les arrangements avec la loi. Le cadre qui définit le travail domestique, soit il est clair, mais les patrons décident librement de s'en affranchir, soit il n'est pas très clair. Là, on parle quand même d'un cadre de travail où les gens n'ont pas toujours des vacances, où ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Il y a un cadre de loi qui encadre la domesticité chez les riches, la domesticité en général, ce type de domesticité-là ou pas. Et du coup, qu'en est-il de cet affranchissement qu'en font les patrons ? Oui, alors il y a des lois qui encadrent le travail domestique, qui encadrent les services à la personne, etc. Il existe des conventions collectives en fait, du particulier employeur notamment, qui fixent un certain nombre de salaires minimum, d'heures de travail, etc. Mais c'est déjà dans le droit, il y a des défaillances dans l'écriture même du droit et dans la forme du droit réservé à ces métiers-là. En France, c'est un droit qui est encore un droit qu'on appelle dérogatoire, comme les juristes appellent dérogatoire, c'est-à-dire que c'est pas le même droit que le droit du travail standard qui s'applique dans les autres métiers. Donc déjà, tout au long de l'histoire, alors je vais pas revenir sur l'histoire de la constitution de ces conventions collectives, mais en fait, dans la manière dont elles se sont construites historiquement, le travail domestique a toujours été considéré comme un travail pas comme un autre, donc qui nécessite une loi pas comme les autres. Et du coup, dans ces conventions collectives, en fait, pour l'avoir lu, aidée d'une juriste qui fait sa thèse là-dessus, parce que moi, en tant que sociologue, lire le droit, ça peut être parfois compliqué, et elle m'a beaucoup appris là-dessus, et ce droit-là, en fait, est un droit qui, avant tout, confère davantage, justement, aux employeurs, plutôt qu'aux employés, avec une possibilité Contrairement au droit du travail classique, si je comprends bien. Pas forcément, je pense pas. Alors là, je suis pas juriste, mais je pense pas que ça soit tout le temps le cas. Parce que le droit du travail français a plutôt la réputation d'être très favorable aux employés et non pas aux employeurs. Dans la mesure où il y a des syndicats d'un côté, très protecteurs des employés. Voilà. Oui, sans doute. Après, de là à dire qu'il est plus favorable toujours aux employés, je suis pas sûre, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, le droit dérogatoire dont tu parles est moins protecteur. Ouais, clairement, que le droit du travail normal en France. Ouais, exactement. Il laisse beaucoup plus de marge, de flexibilisation du travail. Surtout sur le temps de travail. Sur le temps de travail, sur la rémunération. Par exemple, il y a une possibilité de moins rémunérer les heures de nuit.
en fait, qui sont faites. Ah, d'accord. Parce qu'on considère que c'est des heures d'astreinte où on est juste là. Mais en fait, la nuit, il y a déjà les aides à domicile qui s'occupent des personnes âgées ou les personnes qui sont employées pour rester au chevet soit d'un nourrisson, soit d'une personne âgée la nuit, travaillent en fait. Parce que si la personne veut se lever pour aller aux toilettes, ou enfin bref. Et chez les domestiques, ils peuvent être amenés à travailler la nuit en fait. Oui. Voilà. Donc en fait, du coup, ça pourrait servir d'argument pour moins les payer pendant les heures de nuit. Donc, ces conventions collectives ne sont pas très protectrices. Il y a une autre, donc là, je reste sur le droit qui existe. Il y a une autre chose, c'est l'inspection du travail, qui, elle, ne va pas dans les domiciles. L'inspection du travail inspecte des grands secteurs professionnels qui sont ciblés par le ministère du Travail comme étant des secteurs très propices aux accidents du travail et au travail au noir, BTP, restauration, tout ça. Mais il ne va pas inspecter les domiciles. Oui. C'est pas qu'elle n'a pas le droit, c'est que c'est pas dans ses missions. Alors, je crois que les choses changent un petit peu. En ce moment, il y a des inspecteurs qui se font former sur la question des métiers à domicile. Bon, bref, mais bon, en tout cas, voilà. Mais on revient à la question de l'entre-soi. L'inspection du travail, dont le patron est tel ministère, le ministère du Travail, et peut-être le copain, le cousin, je sais pas quoi, de la personne qui emploie ces mêmes domestiques. Donc, non, mais on est d'accord. On est dans c'est les peut-être pas problèmes de conflit d'intérêts dont on parlait depuis le début. Évidemment. Et en fait, les conventions collectives, historiquement, ont commencé à être écrites à partir de la Seconde Guerre mondiale, après-guerre. Et en fait, elles ont été à l'initiative de femmes bourgeoises qui avaient des domestiques. Et c'est elles qui ont commencé à vouloir revendiquer des droits pour leurs domestiques, mais des droits qui soient limités et qui empêchent les domestiques d'avoir quand même une grande liberté, de s'émanciper trop, etc., etc. On donne un peu, on achète la paix sociale. Mais pas trop. Mais pas trop. Ouais. Et en fait, ça a continué à se construire comme ça, avec aujourd'hui un syndicat d'employeurs qui est plus puissant que le syndicat du côté des domestiques, en fait. Donc, c'est un peu déséquilibré comme rapport de force. Mais en fait, au-delà de ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est chez les très riches, c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas du tout les conventions collectives pour embaucher leurs domestiques. Alors, ils peuvent déclarer, c'est même très souvent, on déclare le travail, mais on ne déclare pas tout. On paye une partie au noir pour s'affranchir des éventuelles aussi taxes en fait, patronales qu'il peut y avoir à déclarer un domestique. Ou alors, on déclare des domestiques non pas comme employé de maison, mais comme salarié de sa propre boîte, quand on est PDG d'une grosse entreprise, parce que là encore, ça permet de faire passer, fait, par rapport à tous ces ajustements de cotisations patronales, etc., c'est plus rentable. C'est l'entreprise qui paye et non les deniers personnels. Donc voilà. on échappe à quelques petites impositions au passage. Ouais. Voilà, exactement. Il y a du travail 100% au noir qui existe. Voilà. Mais souvent, c'est ça, c'est au gris. On déclare un peu, mais pas tout. Et on donne le reste en cash. Voilà. Ça se fait énormément. Et donc, le droit, voilà, on décide du salaire de son domestique par rapport à ce que les autres domestiques gagnent dans le quartier, par rapport à ce que nos voisins donnent aux domestiques. Ça se fait beaucoup comme ça. Et les domestiques négocient leur salaire comme ça aussi. Ouais, il y a un enjeu de réputation, j'imagine, parce que ça peut être délicat d'être l'employeur qui paye le plus mal du quartier. Exactement. Parce que les domestiques se parlent entre elles, ou se parlent entre eux. Et voilà, faut peut-être pas être celui qui paye. On n'est pas obligé de péter les scores et d'être celui qui rémunère le mieux, mais en tout cas, c'est mieux d'être celui qui rémunère le mieux que le bonnet d'âne et celui qui rémunère le mieux. Oui, complètement. Il y a des enjeux de réputation entre employeurs qui se diffusent entre domestiques aussi, qui d'ailleurs, quand ils cherchent un poste ou un autre poste, se renseignent sur qui est l'employeur, évidemment. Donc ça joue beaucoup. Il y a aussi une manière de revoir un peu le salaire à la baisse, c'est de dire aux domestiques, de toute façon, vous êtes nourris, logés, blanchis, en plus, je vais vous payer vos frais médicaux, je vais vous prendre en charge. Vous partez en vacances avec nous. Donc en fait, c'est des vacances, sauf que c'est pas des vacances. Donc voilà, ça peut jouer dans la balance. Et puis l'argument de toute façon, vous avez pas de frais en fait. Exactement. Et ce qui est vrai en fait, ils ont pas de frais. Alors l'effet, du coup, on pourrait quand même se dire oui, mais là, bon, étant donné qu'ils ont des super salaires, etc. Bon, il n'y a pas vraiment
problème, c'est pas très grave d'être payé sous le nom d'une autre boîte ou de travailler un peu au noir vu le nombre de salaires. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est que même pour les domestiques les mieux payés, étant donné qu'ils sont très peu déclarés ou mal déclarés, et ben en fait, le jour où ça s'arrête, tout s'arrête. Oui. C'est-à-dire qu'ils perdent leur Oui, maison. tu le disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, voilà, et ils n'ont pas de protection sociale. Donc, ils n'ont pas accès au droit du chômage, en fait. Ce qui est quand même un peu embêtant. Parce que même s'ils ont bien gagné leur vie pendant 4 ans, ça suffit pas à pouvoir les sécuriser sur le long terme, en fait. Ils n'ont pas assez d'épargne pour ça. Alors, c'était une question que j'avais. Je me demandais si tu savais s'ils avaient de l'épargne ou pas. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes 2 000 € et que tu es nourri, logé, blanchi et que tu as peu d'occasion de dépenser ton argent, je ne sais pas quelle est la proportion qui, pour ceux qui ont des familles, est envoyée aux familles, mais c'est ton matelas de sécurité, effectivement, si tu te fais licencier, si tu as envie de changer, parce qu'il y a des domestiques qui font pas ça à vie, qui le font pendant un temps et après, donc il faut se reloger, il faut retrouver un emploi, donc on peut retrouver un emploi dans l'hôtellerie, enfin dans des métiers qui sont connexes, mais dans le monde normal, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis il y a la question de la retraite, effectivement, quand tu n'as pas ou peu été déclaré, ça peut faire mal à la retraite si t'as pas géré le pécule que en fait avec lequel tu as été rémunéré pendant toute ta carrière de domestique. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des domestiques qui peuvent épargner. Hein. J'en ai rencontré qui épargnent même pas mal, qui veulent justement rester pendant 10 ans là-dedans pour justement bien épargner. Alors, certains donc envoient leur argent à la famille, laissé au pays. Hein. Ça, c'est beaucoup le cas des domestiques issus de l'immigration. Qui du coup... Ils envoient quasiment tout. Ouais, voilà, ils envoient quasiment tout, quoi. Ah oui. Ils envoient quasiment tout. Mais ce qui est pour eux, très bien, en fait, parce que c'était leur objectif à la migration, en fait. Hein, c'était d'envoyer l'argent au pays, en fait. Hein. Donc voilà, donc eux, ils sont plutôt satisfaits, en fait, de ça. On a des domestiques aussi qui peuvent investir dans un appart. Alors, pas investir dans des particuliers, mais j'ai rencontré quelques domestiques, notamment des majordomes qui gagnaient beaucoup et qui, au bout de 20 ans, arrêtent leur métier parce qu'ils n'en peuvent juste plus et qui ont mis de côté de l'argent, et qui peuvent investir. Et ça, alors là, les patrons ou les anciens patrons de majordomes qui ont pu investir sont très, très fiers. Et ils disent, vous voyez... on redistribue notre argent parce que du coup, pour les ultra riches, c'est aussi une manière de justifier leur recours à la domesticité et de justifier leur place dans la société. Oui. Vous voyez, on crée des emplois, on crée non seulement des emplois, mais aussi des bons emplois sur lesquels les gens sont bien traités, bien payés. On permet aux gens de s'élever socialement. Et s'élever socialement. Et c'est vrai. Enfin, si on regarde matériellement, c'est vrai. Par contre, ce qui pose problème, c'est souvent la retraite, quand même. Parce que même les gens qui ont épargné, en général, ils n'ont pas très bien cotisé pour la retraite. Et l'épargne ne suffit pas à assurer la retraite. Et donc, c'est là où le bas blesse aussi. Voilà. Après, voilà, il y a des domestiques qui s'en sortent aussi beaucoup mieux que d'autres. Mais le gros des domestiques n'investit pas dans des hôtels particuliers non plus, en fait. Ça demanderait quand même... voilà, il y a un turnover quand même assez fort dans ces métiers-là. Ce que tu décris dans le bouquin, effectivement. J'en viens à ma dernière question. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus dérangée. Peut-être parce que je viens d'être maman, mais c'est la délégation de la parentalité. C'est vraiment sans transition avec le sujet qu'on était en train d'évoquer, mais très bien. Mais je sens que c'est un peu émotionnel pour moi. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, en fait. C'est cette normalisation, voire même banalisation, de déléguer son rôle de parent à une nounou, une nanny, etc. Et dans mon imaginaire, à des niveaux qui je me dis, mais pourquoi ces gens-là sont parents? Quel regard tu portes là-dessus? En tout cas, qu'est-ce que ton enquête a mis à jour sur ce sujet-là? Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. Justement, mais pourquoi Alors, il y a quelque chose qui est... La parentalité, c'est très socialement situé. Le rapport à la parentalité, etc. Et dans ces milieux-là, notamment chez les aristocrates, ce sont des gens qui, eux-mêmes, ont été très peu élevés par leurs parents. Donc, d'où c'est la normal, en fait, ouais, d'être aussi élevé par d'autres gens que ses parents. C'est socialement situé, mais c'est aussi géographiquement, culturellement situé, parce qu'il y a énormément de pays
dans lesquels c'est pas ses propres parents biologiques qui s'occupent de nous tout le temps. Sur le continent africain, il y a ce que beaucoup d'anthropologues appellent la famille élargie, où l'enfant, d'ailleurs, c'est de là qu'émane ce fameux dicton « il faut un village tout entier pour élever un enfant », parce qu'en fait, les enfants sont élevés par les pères, P-A-I-R, qui ne sont pas forcément des parents biologiques, et donc par plusieurs, et donc ils ont plusieurs figures de référence, avec parfois des mères, justement, qui migrent aussi ailleurs pour aller travailler, et donc qui ne sont pas là pour s'occuper de leurs enfants. Donc il y a dans les deux sens. Moi, j'ai rencontré énormément de femmes qui avaient laissé leurs enfants au pays, dont s'occupaient d'autres femmes de leur famille, de leur voisinage ou leurs époux. Donc, nous, ça nous choque par rapport à notre pays, notre classe sociale, notre culture, blabla. Mais en fait, c'est... bon, alors l'essentiel, c'est pas de porter un jugement, parce que la sociologie porte pas un jugement. Mais voilà, mais pour relativiser notre vision... J'ai toujours trouvé ça dur aussi du point de vue du domestique, d'être dans un pays où effectivement tout d'un coup ça devient une solution de se dire je vais partir faire ma vie à l'autre bout du monde pour vous envoyer de l'argent. Et ça concerne les femmes dans les métiers de la domesticité, mais ça concerne les hommes. On parle des Émirats arabes, etc. Enfin, la main d'œuvre masculine qui part aussi à l'étranger envoyer de l'argent à sa famille, ça existe aussi, et c'est une des causes de l'immigration illégale en France aussi. Donc les hommes et les femmes sont concernés par ça. Peut-être que, effectivement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, socialement parlant, c'est peut-être plus dérangeant quand c'est les femmes qui le font. Mais donc il y a ça me dérangeait, mais effectivement, le fait que dans les familles fortunées, je suis curieuse de savoir ce que ça donne chez les nouveaux riches, le niveau de délégation de leur rôle de parent, avec cette idée de on va garder que le meilleur, m'a choquée, vraiment. Ouais. Non, mais voilà, donc bien entendu, c'était juste pour replacer essayer de relativiser, pas pour pas juger, mais disons de dire en fait ça se fait partout, en fait, dans beaucoup de lieux, géographiquement, socialement parlant, dans beaucoup de milieux aussi. Dans beaucoup de milieux, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait, c'est considéré comme normal ou acceptable, du moins. Mais c'est pas pour ça que ça génère pas des formes de souffrance, des formes de conflit entre les épouses, les patronnes, et les femmes, les nounous, les femmes domestiques, en fait. Alors, c'est intéressant de voir, encore une fois, que ça n'en crée pas chez les pères qui, de toute façon, se sentent pas responsables de la parentalité dans ces milieux-là. C'est une affaire de femmes. Donc, les femmes peuvent amener à être jalouses, en fait, des nounous, parce que les enfants préfèrent la nounou, rejettent leur mère biologique. Les nounous ont aussi des difficultés à se positionner par rapport aux patronnes, parce qu'elles savent très bien qu'elles vont à la fois être des mères de substitution, mais en même temps, il ne faut pas qu'elles le montrent, en fait. Il faut qu'elles laissent de la place à la patronne. Et alors, là, c'est vrai que chez les très riches, il y a cette permission qu'ils se donnent ou qu'elles se donnent à elles-mêmes de, du coup, faire avec les enfants ce qui les arrange, et donc de choisir les moments qu'elles appellent de qualité plutôt que de quantité. Alors, c'est assez intéressant parce que encore une fois, ça revoit ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix. Elles le choisissent, mais en même temps, comme c'est des femmes qui travaillent beaucoup, il y a une forme de non-choix là-dedans, où si elles veulent garder leur position professionnelle extrêmement élevée en tant que femmes, elles sont soumises à un stress supplémentaire encore plus important que celui de leurs époux. Et donc, du coup, elles doivent s'investir au travail. Et en même temps, elles souffrent de ne pas voir leurs enfants. Et en même temps, c'est quand même admis comme dans leur milieu qu'on voit pas, qu'on s'occupe pas des enfants pour tout. Et donc, du coup, elles vont aussi trouver cela arrangeant de pas avoir à faire à manger, à changer les couches, à gérer les pleurs de la nuit, tout ce qui fait que la parentalité est un peu épuisante, en fait. Voilà, les devoirs, etc. Et donc, étant donné que, quand même, comme on va prendre quelqu'un qui va se substituer aux parents, il faut pas prendre n'importe qui. Donc, les femmes redoublent d'attention dans le choix des nounous.
qui va dépendre de l'âge des enfants aussi, de s'il faut des nounous avec ou pas un bagage culturel. Tout dépend de l'âge des enfants, etc. La langue. La langue, les langues parlées pour transmettre la langue aux enfants éventuellement. Hein. C'est très apprécié d'avoir une nounou qui est bilingue, qui parle anglais, espagnol, voire qui parle chinois ou qui parle une autre langue, voilà. Donc, il va y avoir tout cette... voilà. Et pour les nounous, ça va pas être facile non plus. Alors déjà parce qu'elles ressentent le manque de leurs propres enfants, souvent laissés au pays, pour les nounous issus d'immigration, qu'elles doivent finalement donner de l'amour à une famille qui n'est pas la leur à l'origine, mais qu'elles doivent considérer comme la leur. Hein. Ça, il y a beaucoup de travaux qui ont parlé sur ce que Harley Hochschild appelle les chaînes globales du care, où elle montrait bien comment des femmes, finalement, partent justement migrer dans les pays plus riches pour des métiers liés au care, aux soins à autrui. Alors, c'est la domesticité, mais c'est aussi travailler dans des EHPAD, travailler dans le soin à autrui, et qui donnent soin aux autres, mais ne donnent plus soin à leur propre famille, et que tout cela s'imbrique, etc. Et voilà, donc il y a des souffrances des deux côtés pour des raisons un petit peu différentes. Mais il est clair que les femmes me disent qu'elles sont... Voilà, qu'elles assument de ne pas vouloir changer les couches et que ça les arrange. Ou que de toute façon, c'est impensable pour elles de se faire réveiller plusieurs fois la nuit parce qu'elles travaillent. Elles ont besoin de leur sommeil pour être efficaces au travail. Et les hommes ne te disent rien sur ce sujet. Et les hommes, à chaque fois que je leur en parle, me disent « Ah oui, il faut voir avec mon épouse. » Ou si, quand même, les hommes se valorisent quand même. C'est valorisant d'être un père, même quand on est un homme. Hein. C'est pas ça sert pas socialement qu'aux femmes d'être mère, ça sert aussi aux hommes. Mais vont me raconter les loisirs, encore une fois, qu'ils vont faire avec leurs enfants. Mais là où, pour le coup, il y a peut-être plus alors pas d'égalité, mais de similitude, c'est peut-être dans la parentalité. C'est-à-dire que les femmes vont plus faire aussi de loisirs avec leurs enfants et les époux aussi. Voilà, les femmes vont sortir dans des super sorties avec leurs enfants et les hommes vont aussi choisir d'emmener leur fils quand il aura l'âge à la chasse, voilà, ou les emmener dans un super week-end. Donc ça va faire l'objet de grandes valorisations chez les hommes aussi. Ou alors les hommes vont aussi se valoriser par rapport à la réussite scolaire de leur fils ou de leur fille, vont projeter les études qu'ils vont pouvoir faire, mais tout le travail ensuite qui est fait silencieux pour comment est-ce que l'enfant va réussir, toute l'attention à la scolarisation, etc. C'est les femmes aussi qui font très attention à ça, dans quelle école vont être les enfants, etc. Donc ça reste quand même un sujet de femme. Merci beaucoup, Alizée. De rien, merci. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés par tes travaux, le livre s'appelle « Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes », édition La Découverte, c'est ça ? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.